on va résumer le chapitre 17 du livre Sobibor de Jean Molin. Ce chapitre, c'est le récit de Jacques. Jacques Desroches, qui est, comme on l'a appris dans le chapitre précédent, le grand-père de Emma et qui a usurpé l'identité de Paul Lachenal. Alors il raconte que Anna, elle s'en sortait pas, elle n'arrivait pas à reprendre le dessus, elle était en train de dépérir, de jour en jour elle allait de plus en plus mal, et du coup son amoureux, qui était donc Jacques, pensait qu'elle allait vraiment mourir. À ce moment-là, Wagner, furieux, attrape Jacques en lui disant que Anna donne à manger aux prisonniers. Wagner, on sait que lui, il n'aime pas Anna parce que c'est une Polonaise, et il en parle avec beaucoup de mépris en disant qu'il va la faire chasser après l'avoir punie de façon exemplaire devant tout le camp. Et Jacques se fâche, du coup Wagner et Jacques commencent à se battre. Heureusement, c'est un moment où von Lobe, donc Conrad, son grand ami du tout début du livre, est sur place, parce qu'il était souvent en voyage, mais là il est sur place, et il va intervenir pour les séparer. Jacques qui raconte, donc maintenant c'est le vieux monsieur, Jacques, il est devenu très vieux, il est le grand-père de Anna, il raconte ce qui s'est passé quand il était tout jeune. Et il dit que si Conrad n'était pas intervenu, l'un des deux serait mort, parce qu'il était tellement furieux qu'il se battait à mort avec Wagner. Après les avoir séparés, donc Conrad von Lobe, son ami, qui est très intelligent, qui est proche des dirigeants du nazisme, qui est quelqu'un qui vraiment croit très fort, sincèrement, en l'idéologie nazie, va aller voir Jacques et ils vont avoir une grande conversation. Il va lui dire qu'il pense que le Reich va tomber. Le Reich, c'est l'empire nazi, parce qu'ils se sont enlisés dans le combat du côté soviétique, c'est-à-dire du côté de la guerre contre la Russie. Et du coup, il dit que comme le Reich, donc l'Allemagne nazie, est en train de s'effondrer, il faut qu'il puisse se mettre à l'abri. Et il lui a dit dès le début qu'il prendrait soin de lui et qu'il le défendrait en cas de besoin. Et il dit « J'ai pris les dispositions pour te mettre à l'abri, toi et Anna ». Il dit que c'est ce qu'ont fait tous les dirigeants, et c'est vrai que dans l'histoire réelle, il y en a beaucoup qui sont partis, entre autres en Amérique du Sud, il y en a beaucoup qui sont partis en Argentine, se mettre à l'abri quand le pays de l'Allemagne nazie s'est écroulé. Et il y en a aussi beaucoup qui ont été arrêtés et qui ont été parfois exécutés et souvent jugés, mais pas tous évidemment. Et on voit que Conrad von Lobe, il s'y est pris très à l'avance. Déjà 1 an avant, il a trouvé un prisonnier qui ressemblait à Jacques. Et c'est le vrai Paul Lachenal. Il travaille dans une ferme parce qu'il a été capturé et envoyé comme fermier en Allemagne nazie. Et il a une seule vieille tante de famille qui lui reste. Donc le plan, c'est de faire transférer Paul Lachenal dans une autre ferme, de le tuer et de mettre Jacques à sa place. Et c'est ce qui va se passer réellement, puisque Jacques ne va plus exister sur les papiers, il va devenir Paul Lachenal. Donc ils font tuer le vrai Paul, le malheureux, ils font tuer aussi sa vieille tante en France pour au cas où il revienne, qu'elle ne puisse pas l'identifier. Et ils envoient Jacques à sa place, ainsi que Anna quelques semaines plus tard, et ils font semblant qu'ils sont tombés amoureux tous les deux en travaillant dans la nouvelle ferme où ils ont été envoyés. Pour les gens du camp, ils disent qu'ils l'envoient sur le front russe, mais qu'ils l'ont liquidé dans la forêt en sortant. Donc tous ces anciens collègues du camp, ils pensent que Jacques s'est fait exécuter dans la forêt. Et pour sa mère, la vraie mère de Jacques, il le fait décorer avec une croix de fer ou je sais pas quoi, enfin une reconnaissance célèbre de l'Allemagne nazie en disant qu'il est mort au combat en Russie. Et tout se passe à peu près comme prévu. En 1945, l'armée allemande tombe, le gouvernement nazi tombe. Lui, il est toujours dans sa ferme en Allemagne avec Anna. Ils s'entendent très bien avec les paysans sur place, qui leur ont même donné une petite maisonnette pour habiter tous les deux, enfin une petite place dans une grange. Ils sont heureux, ils font les travaux à la ferme, ils sont amis avec les gens sur place, qui sont surpris de voir à quel point ils ont vite appris la langue allemande, forcément. Et donc, quand le régime nazi est en train de tomber, il est convoqué en 1945 au commissariat du coin, à la commandanture. Et là, quand il arrive, il trouve Conrad, qui a beaucoup vieilli. Il est devenu maigre et il est malade. Et il va donner des nouvelles de Sobibor. Il va dire que Sobibor a fonctionné jusqu'en 1943 et qu'il a fallu augmenter les effectifs parce que les nazis avaient décidé aussi de faire exporter tous les juifs des territoires qu'ils avaient conquis en URSS. Sauf que les prisonniers russes, c'était pas comme les Français qui étaient plus dociles ou tous ceux qui venaient d'Europe, de pays qui venaient juste d'entrer dans la guerre, alors que les Russes, eux, ils avaient l'habitude d'avoir la vie dure, et du coup, il y en a qui s'évadaient.
Entre autres, il y a un officier juif qui avait été arrêté dans l'Allemagne, l'armée russe, qui a fait évader 300 personnes. Alors il dit que c'était terrible, il a fallu les récupérer, ils en ont abattu la moitié, mais il y en a la moitié qui s'est enfuie quand même. Himmel était furieux et ils ont fait raser complètement le camp de Sobibor pour ne laisser aucune preuve. Donc ils ont tout détruit, ils ont tassé le terrain et ils ont planté des arbres. Et à quoi ça sert tout ça? Ça sert à détruire la mémoire. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est une façon de dire que cette histoire-là n'a pas existé. Et c'est une façon de faire que tous ces morts qui ne sont pas retrouvés, ça, ce ne serait pas vraiment imputé au pouvoir nazi, vu que personne ne les aurait vus, que personne n'aurait vu toutes ces choses-là. Et quand les Russes arrivent, il y a juste une plantation de jeunes arbres. Et puis Conrad donne des instructions. Il dit que Anna n'a qu'à se laisser arrêter, que c'est pas grave, vu que c'est une Polonaise, personne ne lui demandera rien, vu qu'elle n'a rien fait d'autre que de travailler dans une ferme. Mais lui, qui est français, il va être soupçonné d'être un collaborateur, donc il va falloir qu'il s'en aille au plus vite et puis qu'il aille très vite régler ses problèmes en prenant bien l'identité de Paul Lachenal. Le seul petit grain de sable dans ce rouage bien huilé, c'est qu'en partant, Jacques a mis le feu à la grange où ils avaient vécu, lui et Anna. Il a mis le feu à son matelas et sous son matelas, il y avait le fameux journal intime. Au passage, c'est pas très sympa pour les gens qui les avaient hébergés pendant la guerre parce qu'il leur a brûlé leur grange. Il nous apparaît quand même être vraiment Jacques un personnage très antipathique, hein, parce qu'en plus d'avoir des idéaux nazis, il a causé beaucoup de tort à plein de gens. Il dit quand même, mais qu'est-ce qui va arriver au pauvre vrai Paul Lachenal? Mais quand Conrad lui dit, bah on va le tuer, il dit, bon bah ok, hein, si c'est le prix à payer pour que lui puisse avoir la vie sauve, pas de souci, on tue Paul. Et en partant, il brûle la grange des gens qui l'ont nourri quand même pendant toute la guerre. Enfin, le chapitre se termine comme ça, ils rejoignent les Américains, et donc on suppose que, comme prévu, Anna est arrêtée et renvoyée en Pologne, et lui, il est arrêté, et il va devoir prouver qu'il est bien Paul Lachenal, et nous, on sait qu'il va y arriver. Et du coup, ça nous fait penser qu'au début du livre, quand Emma disait que son grand-père était exceptionnel, il n'avait jamais appris ni à lire ni à écrire, mais il a réussi à faire des études le soir, et ben c'était faux, c'était quelqu'un de très instruit, qui était un personnage qui a pris quand même certaines responsabilités dans le régime nazi, qui savait très bien lire et écrire. C'est même lui qui tenait la comptabilité du camp d'extermination de Sobibor. Donc on comprend mieux comment il a réussi ses brillantes études en travaillant le soir, en travaillant la journée et en révisant le soir. Il nous apparaît maintenant vraiment, le grand-père de Emma, comme un horrible personnage. Et on va voir ce qui se passe dans le chapitre suivant. On va résumer le chapitre 18 du livre Sobibor de Jean Mola. Donc le grand-père de Emma vient de terminer son récit. Ils sont tous les deux dans le salon et maintenant c'est Emma qui va prendre la parole. Et elle va exprimer vraiment toute sa colère. Elle lui demande comment il a pu commettre toutes ces horreurs et la réponse de son grand-père c'est de dire « c'était la guerre ». Alors là, Emma, elle explose et on voit, je trouve très très fort, la plume de Jean Mola derrière. Parce que j'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus un homme adulte qu'une petite jeune fille tenir ce genre de propos, qui a une révolte et une incompréhension et une colère immense en disant non, c'est pas vrai, c'est pas la guerre. La guerre, c'est quand c'est des soldats qui se battent, c'est pas quand on prend des familles, des hommes, des femmes, des enfants, qu'ils sont nus, sans armes, qu'on les bat et qu'on les tue. Ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est horrible. Ça, c'est une horreur. Ça n'est pas une guerre. Et donc son grand-père, pour essayer de se défendre, parce que dans tout ce chapitre, il va vouloir se défendre et c'est ce qu'elle va lui reprocher, il dit « Oui, mais pendant 50 ans, on a mené une vie exemplaire ». Il va lui dire aussi qu'il a œuvré pour les autres, qu'il a eu des enfants et qu'il les a bien élevés, et que c'est aussi grâce à lui qu'elle est là et qu'elle est ce qu'elle est. Alors là, à ce moment-là, il y a la boucle qui est bouclée, parce qu'on se rappelle qu'elle a été tirer ses habits parce qu'elle veut le choquer en lui montrant son corps qui est tout abîmé, hein, parce qu'elle se nourrit plus, elle a plus que la peau et les os, et elle lui dit, bah voilà, regarde-moi, et tu vois, voilà, c'est ça que je te dois, regarde ce que je suis, regarde ce que tu m'as fait. Elle lui dit que pendant toute son enfance, son grand-père et sa grand-mère, de son point de vue à elle, c'était des gens exceptionnels. Qu'avec son père et sa mère, son père il parlait jamais, sa mère elle l'a trouvé un peu nunuche, et alors que ses grands-parents, elle les idéalisait. C'était des intellectuels, c'était des gens intelligents, c'était des gens cultivés. Sa grand-mère lui a appris la musique, et du coup, elle leur en veut énormément. Elle leur en veut parce qu'elle leur a fait confiance et qu'elle considère qu'ils ne méritaient pas cette confiance. C'est un chapitre qui est dur, qui est très dur, parce qu'il pose la question de la justice, et c'est une question qui est compliquée.
quand il y a des choses horribles qui sont commises, mais qui sont commises aussi collectivement. Il y a la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Comment est-ce qu'on condamne les gens? Et ensuite, qu'est-ce qui est juste comme condamnation? Un monstre, quelqu'un qui commet quelque chose d'horrible, il y en a encore aujourd'hui, hein, on voit dans les journaux des choses qui sont horriblement barbares, où on se dit mais les gens c'est pas possible, c'est pas des humains pour faire des choses aussi horribles. À quoi est-ce qu'on peut les condamner? Est-ce qu'on peut les condamner à mort? Est-ce qu'on peut les condamner à souffrir, les faire souffrir pour compenser ça? Est-ce que ça compense vraiment? Est-ce qu'on les condamne à la honte par exemple? Est-ce qu'on les associe pour toujours à l'horreur qu'ils ont commise? Comment est-ce qu'on pourrait condamner les gens? Et moi, quand je me pose cette question, je me la pose très très souvent parce que je suis un peu sensible à cette question. D'ailleurs, des fois, je lis même plus les journaux, les faits divers, tellement ça me bouleverse. Quand je me pose cette question-là, parfois, je me dis que la condamnation qui serait la plus adaptée et la plus bénéfique pour la société, ce serait de condamner les gens à vivre en faisant le bien, pour se rattraper. Et dans un sens, dans le livre qu'a choisi d'écrire Jean Mola, il a pris deux personnages, donc le grand-père et la grand-mère de Emma, qui justement se sont attelés à faire le bien après. Mais est-ce qu'avoir fait le bien après, ça peut effacer l'horreur de ce qui a été commis avant? Lui, il considère que non. Moi, je me pose la question et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette très bonne question qui est posée par ce livre. Donc la petite jeune fille, elle est là en face de son grand-père et elle lui dit: aujourd'hui, je viens te demander des comptes. Comment as-tu pu vivre en ayant autant de morts sur la conscience? Et comment as-tu pu mentir autant? Et son grand-père se fâche, il dit: c'est la guerre, de quel droit tu peux me juger? Et là, elle lui tient tête, hein, c'est une jeune fille pleine de, comment on va dire, pleine de confiance en elle, contrairement à la jeune fille qui se laissait mourir dans les chapitres précédents. Elle lui dit: je ne te juge pas, je te condamne. Et je te condamne pour les 250 000 morts de Sobibor. Et du coup, en lisant ce chapitre, j'ai été chercher sur Wikipédia, tout simplement, est-ce que Sobibor a réellement existé? Et effectivement, c'est vrai, et tous ces morts-là, ce nombre qui paraît énorme, c'est aussi une réalité. Ça paraît un peu hallucinant, mais c'est effectivement la réalité. Alors dans ce camp-là, il y avait probablement quelqu'un qui était, comme le grand-père dans le récit, responsable de compter les morts, qui faisait des statistiques. Et forcément, il y avait toute une machine bien huilée, et c'est ça qui est le plus hallucinant, comme elle le dit quand elle le reproche à son grand-père. Ce qui est terrible, c'est que c'était pas la guerre, c'est que c'était des gens sans armes, sans vêtements, sans rien pour se défendre, qui arrivaient et qui étaient abattus à la chaîne. C'est l'horreur civilisée, c'est l'horreur de la civilisation. On voit des choses encore horribles. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu Petit pays de Gaël Faye, où on voit ce qui s'est passé au Rwanda, avec des choses vraiment aussi terribles, des gens qui se font assassiner, des familles entières, mais en même temps, c'est quand même des débordements créés par des personnes qui ne sont pas vraiment aussi organisées et planifiées. Alors que là, il y a un niveau de planification et de réflexion et d'intellectualisation, comme si les gens qui prenaient ces décisions-là étaient des gens extrêmement instruits. D'ailleurs, ils l'étaient extrêmement instruits. On voit que celui qui est Conrad dans le livre, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup, qui a des théories, qui a des idées. C'est pas quelqu'un qui est stupide et qui n'a jamais appris à lire. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez inconcevable, de se dire que ce que la civilisation a fait de mieux, des gens qui ont été beaucoup éduqués, ont pu accoucher de ce qu'il y avait de plus horrible. Après, il faut toujours se méfier des superlatifs parce que le plus horrible, malheureusement, peut toujours être dépassé par encore plus horrible. Il y a aujourd'hui, maintenant, en Chine, par exemple, des camps de réhabilitation des Ouïghours dans lesquels j'ose espérer qu'on n'abat pas les gens à la chaîne au même rythme qu'à Sobibor, mais on tue des gens quand ils ne rentrent pas dans le rang, on les torture. Il y a des choses qui sont aussi très horribles et qui sont orchestrées par des gouvernements tout à fait organisés. C'est pas un cinglé ou un sauvage qui va massacrer quelqu'un comme ça parce que il était en colère et qui ne s'est pas maîtrisé. C'est quelque chose de choisi et de délibéré. Et c'est en ça que ça a quelque chose de terrible et qui doit nous interpeller. On doit se dire, ok, nous, on lit des livres, on apprend des choses, on a des enfants, on essaye de les élever, ou alors on est des enfants et on aura un jour d'autres enfants. En tout cas, on participe à une société dans laquelle on apprend des choses. Et il ne faut pas qu'on devienne des monstres quand même, parce que alors sinon, on aurait tout perdu si on devenait des monstres. Et pour ne pas le devenir, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est un monstre, et il faut aussi essayer d'identifier les mécanismes qui font qu'on arrive à commettre des choses monstrueuses pour essayer de ne pas tomber dans le piège et de ne pas recommencer. Donc Emma va dire à son grand-père, Eva Hirschbaum et son fils Simon,
Comment tu as pu les abattre de sang-froid? Et elle dit: «Je suis sûre que Mamouchka», donc sa grand-mère, elle était contre cet acte qui a été, symboliquement celui qui a déclenché, la rupture, en tout cas entre, Mamouchka et lui, là où elle s'est vraiment rendue compte que ce qui se passait était horrible. Et il dit: «Bah, il refusait d'obéir aux ordres». Et puis il dit: «Bah, et puis c'était il y a très longtemps». Et évidemment, Emma est très fâchée, elle trouve que ce soit passé il y a longtemps n'est pas une excuse. Il essaye aussi de s'excuser en disant que, il obéissait, aux ordres de Konrad von Laube, que, c'était lui qui décidait et que finalement lui, il était peut-être un peu manipulé. Mais là encore, Emma, elle refuse d'accepter ça comme excuse. Elle dit, «Peu importe, tu ne valais pas mieux que lui, même si lui c'était une ordure, tu n'étais pas un enfant, tu avais déjà 25 ans et tu aurais dû, savoir résister à cette emprise que lui avait peut-être pris sur, Jacques». Et là, il va lui dire, «Je suis vieux, j'ai 80 ans et toi tu te comportes comme un bourreau». Elle va lui répondre que enfin, elle va pas du tout s'attendrir quand il dit ça et elle va lui dire: «Je sais pourquoi tu aimais cette théorie sur la race, tu l'aimais parce qu'elle flattait ton ego. Parce que dans le fond, ça te faisait plaisir de considérer que la race aryenne était supérieure et que tu avais quelque chose d'exceptionnel». Elle dit encore quelque chose de très intéressant et à mon avis qui est commun à toutes les formes de racisme. Pourquoi est-ce que, il y a des personnes qui considèrent que certaines races ou alors certaines religions ou alors certaines ethnies ou autres sont, moins bien que, d'autres ou alors, bah, par logique, s'il y en a qui sont moins bien que d'autres sont supérieurs. Dans le fond du fond, c'est surtout, en général, pour flatter son ego, pour considérer que soi-même, on appartient à ceux qui sont les meilleurs. Et dans les mécanismes à identifier, il y a justement ce piège-là. Moi, je trouve que c'est pas grave d'avoir, de l'ego d'aimer, peu importe quoi, que ce soit, son pays, sa religion, sa culture, tant mieux, c'est très bien si on est content d'être français, si on est content d'être, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle religion, dans la mesure où on ne considère pas que les autres valent moins ou sont inférieurs. Parce qu'alors là, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc Emma lui dit: «De toute façon, maintenant je vais remettre le cahier à la justice, c'est la fin de l'hypocrisie, maintenant tu vas être, mis à jour». Alors là, il lui dit: «S'il te plaît, ne le fais pas, ne le fais pas pour Mamouchka». Et elle est très fâchée parce elle est dégoûtée qu'il utilise Mamouchka pour se protéger lui-même, qu'il se cache derrière elle. Elle va lui dire que c'est trop tard, que de toute façon, le cahier a déjà été envoyé à la justice, alors qu'en réalité, il n'est pas encore envoyé. Elle était venue pour voir s'il avait ou pas du repentir, et elle trouve qu'il n'en a pas, qu'il n'y a aucun moment où il se rend compte que c'est lui qui a vraiment fait ça et où il se considère comme coupable. Il ne cherche que à s'excuser, et pour elle, c'est la preuve qu'il ne mérite pas de cacher encore ce qui s'est passé, qu'elle va rendre justice à ces personnes qui ont été tuées en mettant à jour, tout ce qui s'est passé, en témoignant, en fait. Emma rentre chez elle, elle est à table avec ses parents. Elle dit elle est allée voir le directeur du supermarché pour s'excuser et ses parents sont contents parce qu'elle fait enfin un truc normal. Elle dit pas la suite, elle parle pas du cahier, elle parle pas de sa conversation avec Jacques Desroches. Elle l'appelle maintenant Jacques Desroches alors qu'on sait que c'est son grand-père. Donc avant, elle l'appelait papy, pépé, j'en sais rien. Et surtout, il s'appelait Paul Lachenal, je pense, parce qu'il avait piqué l'identité de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a fait tuer d'ailleurs. Et donc, le chapitre se termine comme ça. Elle dit que c'est son repas, le dernier moment de calme avant la tempête, et on va lire le chapitre suivant. On va résumer très rapidement le dernier chapitre, c'est le chapitre 19 du livre Sobibor de Jean Mola. Emma se réveille, elle est entortillée dans les couvertures, elle se rappelle même pas comment elle s'est couchée la veille, elle pense que c'est ses parents qui ont dû lui mettre des couvertures, la seule chose qu'elle se rappelle, c'est qu'elle se sentait très lourde au moment d'aller dormir. Elle déjeune avec son père et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Elle lui dit: «Est-ce que ça va?» Il répond: «Ça va». Elle dit que c'est la plus grande conversation qu'ils ont eue depuis des mois. Elle boit son lait et son père va lui dire qu'il voit qu'elle souffre, que lui, il ne sait pas comment lui parler parce qu'il est doué pour soigner les autres, mais il ne sait pas comment on fait avec sa propre famille. Et il lui dit qu'elle compte pour lui et qu'il ne sait pas comment s'adresser à elle. Elle ne répond pas. Elle dit: dans cette famille-là, on ne sait pas se parler, elle ne sait pas comment lui répondre. Elle dit que dans une famille normale, elle aurait été se mettre dans ses bras parce que c'est son père, mais que elle n'en est pas capable. Finalement, son père part, il monte dans la voiture, elle lui fait un simple signe de la main, mais elle lui fait le signe quand lui est déjà en route et qu'il ne peut pas la voir. Ensuite, sa mère se lève, le téléphone sonne, c'est la femme de ménage du grand-père.
Elle passe le téléphone à sa mère et là, la femme de ménage, qui était très affolée, dit qu'elle a retrouvé donc le grand-père, qui est Jacques Desroches, hein, qui est donc le grand collaborateur qui a mis en place l'extermination de tout le monde au camp de Sobibor, hein, on a bien compris. Il vient de se pendre à la barrière de l'escalier parce que elle lui a dit la veille qu'elle allait diffuser son journal intime dans lequel on voyait qu'en fait il avait été un grand criminel de guerre. Elle dit qu'elle n'a pas de regret, que si elle devait revivre la journée d'hier, elle la referait exactement de la même façon. Et maintenant, elle s'apprête à aller apporter le cahier au juge pour dénoncer les crimes commis par son grand-père. Elle dit aussi qu'elle aurait pu choisir de ne pas le faire maintenant que son grand-père était mort et que finalement ça aurait été pire encore de garder ce secret uniquement entre eux dans leur famille. Et donc elle dit qu'elle va bientôt en parler à ses parents et leur demander si eux aussi ils veulent bien l'accompagner. Sa mère passe à la maison de ses grands-parents. Elle n'appelle pas son père parce qu'il est en voiture et elle ne veut pas qu'il ait un accident si elle l'appelle sur le portable. Elle se retrouve toute seule dans la maison. Elle raconte encore avec un petit paragraphe, j'ai sauté la lecture de ce paragraphe, où elle raconte qu'elle vomit. Et elle termine avec la dernière phrase, qui est la dernière phrase du livre. « Aujourd'hui, j'ai vomi pour la dernière fois ». La boucle est bouclée hein, avec le premier chapitre dans lequel elle disait cette même phrase, « Aujourd'hui, j'ai vomi pour la dernière fois ». Et en fait, c'est comme si c'était une grande ellipse. On est revenu au premier chapitre et elle vient de nous expliquer tout son parcours d'anorexie et ce grand secret qu'elle cachait. Fin du résumé du dernier chapitre de Sobibor de Jean Mola.